Plusieurs manifestations sont en cours pour la 7e soirée consécutive. Il y a des manifestations à Paris. Nous étions tout à l'heure dans le 12e arrondissement. Vous voyez des images du 9e arrondissement de la capitale. Une manifestation sauvage est aussi en cours à Lyon, place des Terreaux. Il y a donc plusieurs rassemblements en même temps et vous avez l'image de Lyon alors qu'Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui et que je le disais, demain sera la 9e journée d'action voulue par les syndicats. Emmanuel Macron, quand il s'exprime aujourd'hui, il a notamment cette phrase, il dit « S'il faut endosser l'impopularité du pays, je l'endosserai ». Rebonsoir Manuel Valls, vous qui publiez un livre sur le courage en politique, diriez-vous qu'elle est au bout de la réforme des retraites comme le fait Emmanuel Macron? C'est courageux. Dans mon livre, je prends des figures comme Clémenceau, Churchill, De Gaulle, bref, des personnages dans des moments historiques de grande bascule dramatique. C'est la guerre. Donc, je cherche à ne pas comparer, même si la situation est grave, avec ce qui est en train de se passer actuellement et ce soir et sans doute dans les jours qui viennent. Il faut de la détermination, c'est vrai, quand on gouverne. Mais le courage, ça n'est pas la brutalité. Surtout dans un moment où on sent, je pense tous, qu'il y a une très grande crise démocratique, une crise sociale, une crise morale. Et comme si le président, depuis un an, qui a été réélu, personne ne le conteste, et heureusement d'ailleurs face à Marine Le Pen, avait perdu le fil avec les Français, ce lien avec les Français. Et donc ce qui est important, et ça c'est le courage, c'est qu'il faut beaucoup de lucidité pour analyser ce qui se passe. Je crois qu'il faut tenir un langage de vérité, peut-être on y reviendra, vis-à-vis des Français, c'est-à-dire sur les efforts qu'il faut accomplir pour un sursaut qui est indispensable. Mais il faut chercher. Il a été élu pour cela en 2017, et cette promesse, il n'a pas pu la tenir. C'est difficile, je le sais, mais de réconcilier les Français avec eux-mêmes. Force est de constater que nous en sommes très loin, qu'il y a une tension dans le pays qui, vraiment, je l'ai écrit dans le Figaro il y a quelques jours, m'inquiète. Je pense que la situation est gravissime. Et donc, il faut faire très attention parce que nous sommes dans ces moments de bascule, où vous le sentez vous aussi, les journalistes, où tout peut arriver d'une certaine manière. Tant il y a de la frustration, de la colère, une colère démocratique qui s'est déjà traduite par des abstentions massives aux élections locales. Quand vous parlez de moment de bascule, ça veut dire quoi? Ça pourrait basculer vers quoi? Précisément, on ne le sait pas. Parce que parfois, il y a, comme on dit dans le langage politico-journalistique, c'est pas très beau, mais il y a des débouchés, non? Il y a des débouchés politiques, il y a des alternatives possibles. Le président de la République a été élu il y a un an, il a une majorité, certes relative, mais il a une majorité. Il n'y a pas d'alternative. Personne ne pense un seul instant qu'un gouvernement Mélenchon-Le Pen est possible, enfin, je le crois. Et de l'autre côté, on ne voit pas la solution sociale. Sinon, ce que certains réclament, le retrait du texte, mais le texte vient d'être adopté. Et il y a une situation aussi, il faut une réforme des retraites. Donc nous sommes dans une... Vous la défendez, cette réforme? Dans une forme d'impasse. L'avantage que j'ai, si je puis dire, c'est que je prends du recul. Vous le savez, ça fait un an que je ne me suis pas exprimé. Et donc, je ne suis pas dans le commentaire. Je vais vous dire franchement, moi j'étais favorable depuis longtemps à la réforme par points. Ce qui était défendu par Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent et par la CFDT. Une réforme difficile à mettre en œuvre. Et j'ai toujours pensé que l'âge pivot n'était pas indispensable, puisqu'à partir du moment, notamment avec la réforme Touraine, mais aussi avec un système par points, eh bien d'une certaine manière, on intègre l'espérance de vie, les carrières hachées, la pénibilité, qui est une grande question, la situation des femmes, des seniors. L'âge pivot agit comme, en tout cas c'est compris ainsi, comme une forme d'injustice. Si j'avais été député, donc député de la majorité, mais je ne l'ai pas été, j'aurais voté, pas seulement par solidarité, mais parce que je pense que le coût politique et financier aurait été terrible de ne pas mener cette réforme jusqu'au bout. Mais en vous disant ça, je suis conscient de la tension et de l'amertume. Vous dénoncez la brutalité tout à l'heure, vous avez dit il n'y a pas de courage... Je ne suis pas député, donc... Vous dites il n'y a pas de courage dans la brutalité. J'ai l'impression que vous ciblez le 49.3. Vous l'avez utilisé vous-même à plusieurs reprises, il me semble 6 fois, et ensuite vous vouliez le supprimer, parce que justement vous trouviez le 49.3 trop brutal. Non. Alors on va... D'abord, c'est un instrument constitutionnel. Il a été utilisé une centaine de fois, ça a été rappelé depuis le début la 100e fois. de la 5e République. J'ai travaillé avec Michel Rocard, qui l'a utilisé 28 fois. Et sur des textes importants, la loi de programmation des armées, évidemment, la CG, qui était peut-être la seule grande réforme
sociale ou fiscale de ces 30 dernières années. J'ai travaillé avec Lionel Jospin, qui lui ne l'a jamais utilisé. C'était une majorité de gauche plurielle. Et moi, je l'ai utilisé sur 2 textes. Évidemment, après, il y a la répétition pour chacune des lectures. Et je dois d'ailleurs reconnaître que quand il a été utilisé sur la loi travail, c'est de là, sans doute, qu'est née toute une série de manifestations, la nuit debout, alors que la CFDT soutenait le texte, avec les syndicats réformistes, avec l'UNSA et la CFTC, qu'est né sans doute quelque chose autour du 49.3. Il faut le reconnaître, c'est comme un coup de revolver, non, le 49.3. Ensuite, moi, j'ai proposé qu'on l'utilise moins. C'était une erreur, très, très franchement, dans le cadre de la primaire. Mais peu importe. Il y a une réalité. Le 49.3 peut être utilisé par le gouvernement et c'est ressenti, mais là je fais que du commentaire. Vous le faites beaucoup mieux que moi. C'est ressenti comme un déni démocratique. Je ne crois pas. Enfin, comme une forme de brutalité. Non, quand je parlais de brutalité, je ne parlais pas du 49.3. D'accord. Si vous voulez, moi je ne jette pas la pierre facilement à ceux qui gouvernent. Mais quand vous ne réussissez, dans une situation qui est celle de l'élection présidentielle, une campagne difficile, le président de la République a dû en partie enjamber à cause de la guerre d'Ukraine, une abstention massive aux élections législatives, une majorité relative, et un président qui est élu aussi, il l'a dit d'ailleurs le soir du second tour, j'étais au Champ de Mars, il a dit « je dois écouter ceux qui ont voté pour moi pour faire barrage à Le Pen, et aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi ». Excusez-moi, je termine une seconde. Donc, les corps intermédiaires, la société, les responsables politiques, les élus locaux, les syndicats, notamment, pas seulement, je n'ai pas une hiérarchie des bons et des mauvais, mais les syndicats réformistes se traitent. Et vous devez traiter notamment quelqu'un comme Laurent Berger, qui représente le premier syndicat ouvrier de ce pays, et qui cherche, qui est un réformiste. Donc, à partir du moment où vous avez non seulement l'opinion, et ça c'est autre chose, mais aussi tous les syndicats, contre vous, il y a forcément une forme de brutalité. Elle peut être assumée. Mais moi, je pense que maintenant, il faut trouver les mots, les mesures pour demain. Parce que c'est ça qui m'inquiète. Je considère que la réforme est votée. Elle va être examinée par le Conseil constitutionnel, elle va être promulguée. Mais après, comment recoudre ? Est-ce que le président Manuel Valls, justement, a trouvé les mots, d'après vous, aujourd'hui, notamment vis-à-vis de Laurent Berger? Vous dites qu'il faut renouer, mais le président a eu une phrase assez dure à l'encontre de la CFDT et vis-à-vis également des Français. Je viens de la deuxième gauche, du courant rocardien, très lié à la CFDT, des Montmaire, des Chérec, père et fils, de Nicole Notat, et aujourd'hui de Laurent Berger, un syndicat ouvrier, mais aussi intellectuel. Jacques Julliard était un grand intellectuel, était membre de sa direction. Faut faire la CFDT, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais pas celui de ne pas travailler et de ne pas proposer, et surtout de proposer cette réforme profonde par points qui nécessitait du temps, de la compréhension. Et donc vous diriez comme Laurent Berger, c'est un mensonge ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je comprends qu'il y a de la tension. Je pense que l'idée d'Emmanuel Macron, c'était pas de traiter, c'était pas de maltraiter la CFDT. Mais nous sommes dans un moment clé et il faut faire attention. Encore une fois, je donne pas de leçons. J'ai gouverné et c'est difficile. Mais nous sommes dans un moment clé où tout mot, toute expression, on le voit bien. Elle est prise comme elle est, ou elle est tordue, ou elle est sortie de son contexte. Peu importe, mais elle fait tilt, elle fait mouche, elle fait mal. Donc chaque mot est important. Et on sent bien, alors ça peut basculer sur le plan politique, dans la rue, il peut y avoir de la violence. On est dans ces moments où on sent bien que dans une démocratie aussi fragile que la nôtre, c'est pour ça, attention, alerte, on est dans ces moments-là où le chef de l'État, élu par les Français, légitime, qui est là pour 4 ans, qui a une majorité relative, doit à tout prix renouer le contrat qui est le sien, le clarifier avec nos compatriotes. Justement, Manuel Valls, vous nous dites, si j'avais été député, j'aurais voté ce texte, mais vous avez été Premier ministre également. Est-ce qu'on va devant le Parlement avec un texte de cette nature, quand on sait, et les sondages convergent là-dessus, que 7 Français sur 10 sont contre? Est-ce qu'on gouverne contre son corps social, Manuel Valls? On peut considérer parfois qu'on gouverne contre l'avis de l'opinion. Je ne compare pas, pardon, mais comme j'ai des idées fixes, je reviens une seconde à mon livre. Je veux dire, Churchill et De Gaulle étaient très seuls par rapport à des opinions qui, dans les années 30, étaient
pacifiste. Je prends cet exemple extrême qui a approuvé les accords de Munich. Et ils étaient un certain nombre à comprendre que ça ne servait à rien. Je dis ça, pas pour comparer, mais parfois on peut gouverner. J'ai considéré que la loi travail, que j'ai portée avec la courageuse Myriam El Khomri, était nécessaire, d'autant plus qu'elle était soutenue par la majorité du groupe socialiste, mais pas la totalité, et par les syndicats réformistes. Je reconnais, en répondant à votre question, qu'évidemment mener une réforme dans ces conditions politiques et sociales et d'opinion, ça méritait une réflexion plus approfondie. Voilà, mais mais c'est cette réalité-là, nous y sommes. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui change la réalité. Manuel Valls, comment en sortir? Parce qu'en effet, le choix des mots qui est important, c'était le sens de la question d'Amandine. Même hier, cette phrase qui nous est rapportée, qu'Emmanuel Macron a tenue devant les parlementaires de la majorité, quand il dit que la foule n'est pas légitime. Il essaye de s'en expliquer aujourd'hui. Peut-être le fait-il maladroitement, d'ailleurs. Il prend l'exemple du Capitole aux États-Unis. On va réécouter Emmanuel Macron. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette comparaison avec le Capitole. Je voulais aussi donner la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit « La foule est au peuple, ce que le cri est à la voix ». Vous êtes sur quelle ligne? Ah, parce qu'il y a j'ai déjà cité, il y a précisément ce très beau texte, un poème du grand Victor Hugo. J'espère qu'on va pas faire perdre des téléspectateurs ce soir, mais je crois pas, parce que les Français sont attachés à leur histoire et notamment à celle de la République, qui oppose la foule au peuple. Oui. Mais Victor Hugo dit que c'est le peuple qui a fait tomber la Bastille, c'est-à-dire le mouvement de la rue. En 1789, ça nous renvoie à d'autres... Le peuple est en haut, la foule est en bas. Voilà, ça c'était la belle expression de Victor Hugo. Et voici le peuple avec son épouse, l'idée, je cite Victor Hugo, pas Manuel Valls ni Mélenchon. Et il dit, au contraire, la foule a comme épouse la guillotine. Donc bon. Moi, c'est à vous de commenter ce que dit Emmanuel Macron. En le réécoutant là, il y a quelques secondes, je pense qu'il cherche à dire, c'est plutôt un avertissement par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, il dit attention, nos démocraties sont fragiles et ça peut basculer. Donc évidemment qu'il y a une légitimité des élus et des députés. Alors moi, vraiment, je crois en la démocratie représentative et j'ai un désaccord profond avec Jean-Luc Mélenchon et avec les insoumis sur l'idée qu'ils se font de la démocratie directe avec le peuple qui agit en permanence. Ça n'est pas ça, la démocratie représentative. Mais là où il faut faire attention, je vous rejoins donc d'une certaine manière, c'est que jusqu'à maintenant, et je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas, parce que les syndicats ont été particulièrement responsables, les grandes manifestations qu'il y a eu ont été au contraire calmes, responsables, et partout. Dans les grandes villes, comme dans les moyennes villes, dans les sous-préfectures, les préfectures des petits départements, comme ça a été souvent rappelé. Nous sommes un grand peuple et qui sait qu'on doit manifester. Et plus il y a de monde, d'ailleurs, plus on manifeste tranquillement. Mais ce que doit ressentir le président de la République, c'est... je crois qu'il doit le ressentir aussi, il est inquiet, forcément, c'est qu'on est dans ces moments de basculement, de violence. Et qu'est-ce qui alimente la colère? Parce que Elisabeth Borne, par exemple, dit à la France Insoumise, c'est votre colère aujourd'hui qui déborde dans la rue. Elle les rend responsables. Non, il y a une attitude de la France Insoumise, notamment, paradoxalement, avec une extrême droite qui, elle, fait semblant de jouer le jeu démocratique. Mais il y a une attitude de la France Insoumise par son comportement à l'Assemblée nationale, de ce que je vois, les cris, les vociférations, les gestes, vis-à-vis notamment du ministre Olivier Dussopt, une manière d'être et de se comporter, c'est pas nouveau, hein. Mais ça se voit plus, ils sont plus nombreux aujourd'hui, qui entraînent d'ailleurs ce qui reste du Parti socialiste, et c'est terrible, et qui résonnent avec des formes de manifestation qui pourraient être plus violentes, et on connaît le discours de la France Insoumise sur la violence et sur la police. Mais nous n'y sommes pas. Donc, quand vous dites que la démocratie est fragile, oui. Manuel Valls, qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez pratiqué le Parlement, d'un texte majeur comme celui-ci, passé dans un projet de loi modificatif pour le financement de la sécurité sociale, voté de la manière dont il a été voté,
examiné très partiellement pour, au final, être adopté par le 49-3. Est-ce que tous ces éléments-là, mis bout, à vos yeux, d'anciens premiers ministres, ne sont pas une façon aussi de brutaliser la démocratie? J'ai utilisé le 49.3 sur un texte important qui était le travail, donc la réforme du marché du travail. Donc, je ne veux pas donner... Sur un autre texte dont vous nous parlez, le fameux texte d'Emmanuel Macron. Oui, mais... La loi... Non, mais c'est l'occasion d'en parler. Sur la loi Macron, la première. Oui. Oui, avec... On a souvent entendu que vous aviez forcé le bras d'Emmanuel Macron, qui était allé au bout des négociations, qui pensait que ça passait. Ça fait 8 ans. Qui avait tant travaillé. Bah oui, mais ça lui est visiblement resté en travers. Ça me rajeunit. Quelle est la réalité de cette histoire, alors? Non, moi, c'est le seul moment où je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est-à-dire le comptage. Mais c'est-à-dire, il y a un moment où vous dites, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Et donc... Et lui pensait que ça passait? Non, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et d'ailleurs, j'étais le soir même sur le journal de TF1 et lui sur celui de France 2. À l'époque, lui, ministre de l'économie, il avait défendu le 49.3. Ça ne passait pas. En tout cas, il y avait une telle incertitude. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, qui était la même que s'est posée Emmanuel Macron, que se sont posées à juste titre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Et je réponds aussi à votre question. Qu'est-ce qui est le plus important? Ça passe pas ou d'utiliser le 49.3? C'est le débat que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait été courageux d'aller jusqu'au bout et de le présenter au débat. Il y a un peu d'hypocrisie là. Parce que si le texte est rejeté, vous croyez que les opposants à l'Assemblée auraient dit bravo, quel courage? Non, ils auraient dit élection anticipée et dehors la Première ministre. C'est-à-dire, au fond, vous présentez le texte, vous perdez dehors la Première ministre, vous présentez le 49.3 et la motion de censure ne passe pas, dehors la Première ministre. C'est un peu facile. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans la situation de crise démocratique, morale et sociale que nous connaissons, en rajouter tend encore plus les choses. En tout cas, ce que je crois, et c'est là où je pense que le livre peut être intéressant, c'est qu'il faut prendre de la hauteur, il faut se dire qu'on est dans une crise démocratique et essayer de renouer le contrat avec les Français sur des priorités claires et avec demain des équipes gouvernementales qui soient très solides, élargies pour tenir le choc. Est-ce que prendre de la hauteur pour vous, Manuel Valls, c'est peut-être justement ne pas promulguer ce texte tout de suite? Oui, mais alors, il faut faire attention parce que c'est déjà arrivé par le passé. Vous pensez évidemment au CPE et la décision de Jacques Chirac. Je pense qu'aujourd'hui, toute faiblesse, tout sentiment de faiblesse du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il doit agir avec morgue sans écouter les gens, représenterait un élément supplémentaire de la crise. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu nous voir. Le courage guidait leurs pas, 12 destins face à l'histoire aux éditions Talandier. Vous dites ces hommes et ces femmes nous incitent à rejeter la tentation de la résignation. Merci beaucoup d'être venu nous voir.